Vous retrouvons ce matin Yasmine Jaffar. Bonjour. Bonjour Kamar. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec nous ce matin. Nous sommes avec le porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte, Mouvement 2018, Monsieur Saïd Moudoir. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, les Mahorais continuent de rêver leur sécurité. À peine le ramadan terminé, que les scènes de violence reprennent, des explosions partout, d'Oujani, du côté du Baobab, Tsararano, Kungu. Le répit a été de courte durée. Vous avez été dans tous les combats, le mouvement de 2018, celui des forces vives. N'avez-vous pas l'impression que vos actions n'ont servi un peu à rien? N'ont servi un peu à rien, non. Ce n'est pas ce que je dirais. Ça a servi à quelque chose. Parce que pendant un temps, il y a eu un petit repli. On a pu souffler un peu. Ça a repris. Pourquoi? Parce qu'on a cru qu'on avait déjà gagné la bataille. Donc, si, ça a servi à quelque chose. Le gouvernement parle souvent d'arrestations de chefs de bande, 60, 77, beaucoup de chiffres, mais vous avez réellement l'impression que ces interpellations ont changé quelque chose sur le terrain? Des interpellations, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que on nous parle d'interpellations, on nous donne des chiffres 77, on nous vend beaucoup de choses. On n'a jamais vu la finalité de tous ces ventes. On a arrêté des chefs de bande. Qui est le chef de bande? On n'a jamais eu de nom. On a arrêté 77 personnes. Dans quelles circonstances? On ne sait rien. C'est le flou total dans cette histoire. D'où ma question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que toutes ces actions, tous ces combats n'ont mené à rien? Je réitère, ma réponse restera la même si ça a servi à quelque chose. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé avant, par exemple, les barrages, c'était, on n'en pouvait plus, on ne respirait plus, on ne vivait plus. Pendant un court moment, on a réussi à calmer les choses. Seulement, il faut se dire la vérité. C'est nous-mêmes qui faisons tout ça. Parce que quand on se met à aller dans les réseaux sociaux et à s'envoyer des cartouches entre nous, ça ravigore un petit peu ces gens-là qui s'amusent à nous pourrir la vie. À quoi faites-vous allusion exactement? Je fais allusion à toutes les attaques qui fusent sur les réseaux sociaux. Mais qui contre qui exactement? Justement, c'est des gens de bonne foi peut-être. C'est des gens qui sont trop intelligents, qui se cachent derrière leur petit écran pour dire ce qu'ils ont envie de dire, mais jamais ce qu'il faut dire. Donc, je ne vais pas désigner une personne en particulier, mais on voit ça tous les jours que Dieu fait. Donc, même entre vous, les leaders, vous êtes en train de parler des leaders qui mènent les mouvements à Mayotte? Certains leaders qui mènent des mouvements à Mayotte aussi. Quand on va s'attaquer à un des groupes qui se battent sur le terrain gratuitement, ce ne sont pas des petits gamins qui le font, ce sont des pseudo-leaders ou c'est des leaders aussi. Donc vous êtes en train de nous dire que vous regrettez les tensions qu'il y a eu entre vous, les forces vives? Les forces vives, j'aime pas tellement rentrer dans le jeu forces vives, mais les tensions qu'il y a eu, il n'y avait pas lieu. On aurait dû se retenir un petit peu, attendre un petit peu encore, au lieu de s'affoler, tirer sur tout ce qui bouge. Après le Wambushu 1, une autre opération avec les mêmes objectifs, à savoir la lutte contre l'immigration clandestine, l'insécurité ou encore les habitats illégaux, doit démarrer. Quand? On ne sait pas. Où? On ne sait pas. Le nom ne sera plus Wambushu, mais là encore, c'est le flou total. Vous comprenez l'attitude autour de tout ce mystère autour de cette opération? Comme tout le reste, on suit les événements, comme tout le monde. On apprend au fur et à mesure des choses. Jusqu'aujourd'hui, comme tout le monde, nous ignorons quand réellement Wambushu 2 va commencer et comment elle va s'appeler. Elle va commencer où? Par quoi? Parce que tout ça, c'est des éléments qu'ils auraient dû peut-être communiquer, mais qu'ils ne veulent pas parce que ça pourrait mettre en danger leurs opérations. Est-ce que vous ne vous dites pas que peut-être que c'est parce que l'opération n'est pas du tout opérationnelle? Est-ce que les autorités ne sont pas encore tout à fait préparées à démarrer cette opération? Je pense que les autorités sont prêtes à démarrer ces opérations. C'est nous qui ne sommes pas prêts à faire la même chose que l'on avait fait la dernière fois
lors du Mbouchou 1, parce que nous étions tous derrière les autorités. Nous soutenions clairement, ouvertement ces opérations-là. Mais là, ce coup-ci, on est très timide. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait plus de transparence lors de la première opération, lors du Wambouchou 1, que celle qui va démarrer, cette opération qui est censée démarrer dans les prochains jours. Peut-être. Il y a eu tellement de transparence que l'opération a échoué. C'est à cause de la transparence, justement. Est-ce que ça n'a pas servi de leçon? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on ne dit rien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui a fait échouer Mbouchou 1, c'était justement cette communication qui a été faite autour de Mbouchou, qui a fait capoter l'opération, qui a permis à certains syndicats de magistrats à réagir et à faire échouer dans la coquille l'opération. Donc, c'est pas tellement une mauvaise chose qu'aujourd'hui on soit dans le flou. Peut-être que l'opération, quand elle aura démarré, elle ira jusqu'au bout et ce sera quelque chose de payant. En tout cas, ce que l'on sait de cette opération qui ne dit toujours pas son nom, il n'y aura pas d'effectifs de forces de l'ordre supplémentaires. Lorsqu'on a vu l'escalade de violence lors du Wambouchou 1 en avril 2023 avec des bandes armées vêtues de blouses blanches qui faisaient face aux forces de l'ordre, ne faudrait-il pas renoncer à cette opération au vu de tout ce qui s'est passé? Renoncer, non. Tout à fait le contraire. Renforcer, oui. Moi, je dirais seulement que à chaque fois qu'on parle des difficultés, des problèmes que nous avons dans l'île, on pense au nombre de policiers, de gendarmes, machin. Alors que quand on regarde très bien, Mayotte n'est pas grand. La population n'est pas tellement ce que l'on pense. Avec les gendarmes et les policiers qu'on a sur place, si ils étaient employés à bon escient, avec les bonnes instructions, je crois que ça pourrait suffire largement de mener les opérations qu'il faut et d'arrêter tout ce qui se passe. Seulement, il se trouve qu'on envoie des gendarmes, des hommes en noir sur des terrains, des théâtres de bataille, mais leurs instructions ne sont pas claires. Peut-être qu'ils viennent juste pour témoigner, peut-être qu'ils viennent attendre qui est mort d'homme et qu'ils réagissent en faisant des jolis rapports. Peut-être, il y a beaucoup de peut-être dans tout ça. Donc, le nombre de gendarmes qui est à Mayotte aujourd'hui, si le préfet et le gouvernement prenaient la décision de les utiliser à bon escient, ça pourrait faire l'affaire. Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez de nouveau, justement? Ce que nous attendons de nouveau, beaucoup. Déjà que l'État, avant de démarrer son histoire de Mbouchou 2, sécurise la population de Mayotte. Parce que c'est pendant ces démontages de Banga, etc., que les gens deviennent encore plus nerveux, agressifs, n'hésitent pas à faire le mal. Donc, commencez déjà par instaurer la sécurité, comme il faut, sur les routes, dans les campagnes, dans les quartiers. Et ça, on n'a pas besoin de 50 000 gendarmes pour le faire. Ceux qui sont ici déjà pourraient le faire. Sécuriser, c'est ça le fin mot de l'affaire ce coup-ci. Et puis ensuite, commencer à réglementer la circulation, parce que quand on aura réussi à démonter les bangas, il faudra aussi, dans la foulée, réglementer la circulation, surveiller les campagnes, là où les gens vont se ravitailler en nourriture et en moyens de moyens financiers, parce qu'on va prendre des bananes, des maniocs, on va les vendre, on se fait du pognon et en même temps on se trouve à manger. Donc c'est là-bas que les gens doivent aller, au lieu de voir ce que moi je vois très souvent, tous les jours presque, à la jetée de Dzaoudi, on met des gendarmes, et les gens qui passent, on les filtre, etc. Et là, ils peuvent passer une semaine sans attraper qui que ce soit. Les gens qui attrapent à Dzaoudi, c'est des gens qui viennent pour des départs volontaires. Donc ça sert à rien. Saïd Moudar, vous l'avez rappelé, lors de l'opération Wambouchou 1, on a vu ces automobilistes, ces habitants pris pour cible par les bandes armées. On se souvient de cette mère de famille qui habite à Tsunzu, dans le quartier Kwale, dont la maison a été pillée, saccagée. Elle a été carrément menacée de mort. Vendredi dernier et samedi, à Doujani, des individus ont érigé des barrages avec des arbres et des épaves de véhicules afin de bloquer les démolitions d'habitats illégaux prévues
aujourd'hui ou demain. Dans la commune de Mamoudzou, le maire s'est déplacé sur place. Il a expliqué que ces démolitions se feront. Des solutions de relogement ont même été proposées. Là aussi, les habitants ne sont pas d'accord. Est-ce que vous ne craignez pas une explosion de violence, l'escalade de violence par rapport à ces démolitions qui sont prévues? L'explosion de violence, il y aura. Qu'on leur donne des logements de substitution, qu'on ne leur donne pas. Les gens qui violentent les gens ici, les personnes et leurs biens, c'est des gens qui le font pour se faire plaisir. Ça, d'une part. D'autre part, c'est des gens qui le font, mais ça, c'est un soupçon, parce qu'on leur demande, quelqu'un, quelque part, leur demande de le faire. Donc, qu'on leur donne des logements de substitution, qu'on leur donne pas de logement, la violence sera là. Donc, je ne m'inquiète pas outre mesure sur ce point, parce que de toute façon, ça ne servira à rien de s'inquiéter, vu que quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, le problème sera. Saïd Moudoir, le combat des forces vives a démarré après l'installation au stade de Cavani des migrants africains. Le camp n'existe plus, mais les habitants sont encore là, dehors, ils vivent dans la rue, autour du stade. J'ai envie de dire, tout ça pour ça? Je dis aussi la même chose, tout ça pour ça. Mais c'est la faute à qui? Peut-être la faute à pas de chance, mais j'y crois pas. Parce que c'est une opération qui aurait pu être menée très bien, jusqu'au bout. Seulement, on a l'impression que les gouvernements successifs, depuis, s'amusent à se jouer de nous. On nous promet des choses, on voit jamais la couleur. On nous parle de certaines règles qu'on ne met jamais en application. Je prends l'exemple des migrants du Grand Lac. Quand ils sont arrivés à Mayotte, tout le monde a vu la chose venir. Ils ont commencé par 2, 3, 4, et puis 5, des hommes d'abord, et puis des femmes, et puis des jeunes, des enfants avec leur guitare et tout. On les voyait arriver en quoi ça. Je ne sais pas ce qu'on a pensé quand on voyait ça. Est-ce qu'on se demandait si c'était des touristes ou c'était des gens qui avaient envie de voir Mayotte? Mais quand ça n'allait plus, quand ils ont commencé à squatter, c'est là où on a commencé aussi à crier « Oh, les migrants du Grand Lac, oh !» Il était trop tard parce qu'ils étaient tous là. Le stade de Cavani a été pris d'assaut. On ne pouvait plus aller faire du sport dedans. C'est en ce moment-là qu'on s'est réveillé, qu'on s'est dit « Ben mince alors, il y a du monde dans le stade et ces gens-là ne sont pas nos amis. » Voilà ce qui a compliqué les choses. Si dès le départ, on arrêtait un petit peu la politique du sparadrap, dès le départ, on met le holà et on stoppe. Qui devait mettre le holà? Les autorités, telles que la commune de Mamoudzou, le département, la préfecture. Pourquoi à chaque fois on a tendance à oublier que la préfecture était le plus grand responsable de tout ça, parce que c'est lui qui a fait comprendre aux migrants du Grand Canal, du Grand Lac, pardon, qu'ils étaient en situation régulière dès qu'ils arrivent à Mayotte. Monsieur Moudoir, vous l'avez dit, hein, vous dites, on nous fait croire pas mal de choses, mais justement, vous, le collectif des citoyens de Mayotte, vous avez été les premiers à avoir décidé d'accorder le bénéfice du doute au gouvernement pendant la crise des forces vives, hein, les barrages, ce qui a d'ailleurs accentué les divisions entre vous, les forces vives. L'autre camp, aujourd'hui, n'exclut pas de retourner dans la rue, de remettre en place les barrages. Est-ce que vous êtes aussi du même avis? On s'y prépare psychologiquement. Retournerons-nous dans la rue? Possible, mais il faut des raisons valables et solides pour y aller. Est-ce que c'est la loi Mayotte qui doit justement être... la loi Mayotte, les suppressions des titres de séjour territorialisés et le droit du sol qui doivent être examinés le 22 mai à Paris, croyez-vous sincèrement que ces deux lois passeront? J'ai des doutes, mais je préfère croire que c'est possible que ça passe. Les deux, non. Est-ce que c'est à la condition pour remettre les barrages? C'est la condition sine qua non. Je reviens et je dis encore une fois, les deux, je suis certain que les deux ne passeront pas. Mais il faut au moins qu'il y ait une règle qui passe, une revendication. Parce que n'oublions pas que nous avons demandé au gouvernement
l'abrogation du titre de séjour territorialisé. On n'a pas demandé autre chose. La seule chose qu'on a demandé, c'était ça. Le droit de sol, c'est pas notre affaire, ça. Ça, c'est le gouvernement qui a rajouté sa sauce. Et justement, vous n'avez pas l'impression de vous être fait avoir, d'avoir été utilisé par le gouvernement pour sa communication, parce que on le sait très bien que dès qu'on va parler de la suppression du droit du sol, ça touche à la Constitution. On le sait que ça va faire parler en France hexagonale, et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été corrélé ensemble aujourd'hui. On supprime le droit du sol, on ouvre les cartes de séjour. Si le droit du sol n'est pas supprimé, on ne pourra pas supprimer ces cartes de séjour territorialisées. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de vous être fait avoir? Ça y ressemble beaucoup. Mais se faire avoir, je ne pense pas qu'on s'est fait avoir. Mais ça y ressemble. Parce que nous avions en face de nous un ministre d'État, un ministre de l'Intérieur, ministre des Outre-mer, avec sa ministre déléguée. Ils se sont engagés. Si la parole d'un homme d'État ne peut pas être respectée, ce ne serait pas la première fois qu'un ministre dit des choses et puis finalement ça ne se passe pas comme entendu. Oui, on a vu des ministres passer, ça a défilé des ministres. Mais un ministre de la cabine de Darmanin, on n'en a pas eu beaucoup. Darmanin, c'est un cas, et Darmanin a donné l'impression de quelqu'un qui a envie d'aller vraiment jusqu'au bout. Vous lui faites confiance à Gérald Darmanin aujourd'hui? Je lui ai fait confiance jusqu'au jour où on l'a rencontré ici, et qu'on a parlé de cette affaire de droit du sol. Non, le droit du sol, c'est lui qui l'a rajouté, on n'en a même pas parlé. On a parlé de l'abrogation du titre de séjour territorialisé. Jusqu'à là, je lui faisais confiance. Il avait fait tellement un tapage que moi, j'étais bouche bée. Pour moi, je me suis dit, ça y est, je l'ai. Mais depuis, il s'en est éloigné. Quand il était ici la première fois, il avait dit, titre de séjour territorialisé, n'y pensez même pas, on ne va pas y toucher. Il revient, ok, ça marche, mais on met d'abord devant le droit du sol. Donc, le séjour territorialisé, à chaque fois, on le recule. Moi, j'ai confiance à ce qu'il dit, mais à l'application, c'est là le problème, parce qu'il n'est pas seul à mettre ça dehors. Et c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Saïd Moudouar. Et je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif des citoyens.